Avec nous, l'économiste en chef de la Banque nationale, Stéphane Marion, bonsoir. Bonsoir. Et Stéphane Leblanc, fiscaliste chez Ernst & Young, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On a un beau privilège de pouvoir analyser et expliquer ce budget ensemble. La première chose, moi, ce qui m'a frappé, Stéphane Marion, puis je l'ai dit à quelques reprises tantôt, croissance de 2 du produit intérieur brut en 2020. Ça demeure la prévision de base dans le budget. Est-ce qu'on est vraiment jovialiste du côté du gouvernement? Ça semble ambitieux à la lumière des récents développements, tant au niveau de l'économie mondiale, avec une économie canadienne qui est chancelante avec la chute du prix du pétrole. Donc, dans un contexte où le Canada aura peine à croître à 1 cette année, avec les révisions, ce serait étonnant que le Québec puisse obtenir une performance de 2 Selon votre prévision à vous, le Québec s'en va vers une croissance de combien en 2020? Je pense que ça pourrait peut-être être de l'ordre entre 1 et 1,5 et évidemment, dépendamment de l'évolution au niveau des dommages économiques qu'on verra au niveau du coronavirus. Parce que le ministre disait en entrevue tantôt, 1 point de pourcentage de PIB, c'est 1 milliard de moins en revenus. Donc, le gouvernement pourrait vraiment être touché en termes de croissance économique si le coronavirus, la crise pétrolière, la chute des marchés ou je ne sais trop, la baisse de confiance s'amplifie. Par contre, là où je rejoins le ministre, c'est qu'en termes de résilience de l'économie québécoise, c'est un peu plus grand dans le contexte actuel. Je m'explique. Bon, baisse des revenus d'1 milliard sur le PIB devait baisser d'1 point de pourcentage. Par contre, les taux d'intérêt qui sont... l'hypothèse de taux d'intérêt dans ce budget-là est très agressive. Les taux d'intérêt sont déjà plus d'1 point de pourcentage plus bas que ce qui était présenté dans le budget, ce qui donne 300 millions de marge de manœuvre dégagée au service de la dette. Donc, parce que c'est de l'intérêt en moins qu'on n'aura pas à payer. C'est un élément compensatoire. Puis l'autre chose, il ne faut pas oublier que le Québec est un importateur net de pétrole. Or, la baisse du prix du pétrole fait en sorte de faire baisser la facture énergétique de l'ensemble des Québécois d'à peu près 3 milliards cette année si les prix se maintiennent au niveau actuel. Donc, il y a des éléments compensatoires qui nous amènent à penser que nous devrions avoir une croissance entre 1 et 1,5 cette année. Est-ce qu'il y a des éléments stimulateurs de l'économie dans ce budget, des entreprises, du secteur des entreprises? Oui, il y a des éléments. Il y a 1 milliard dans le budget pour les entreprises où on veut aller bonifier avec des crédits d'impôt à l'investissement et à l'innovation. Donc, ça, c'est un crédit qui va vraiment être pour encourager l'acquisition de matériel de fabrication, transformation, d'équipements informatiques ou de logiciels de gestion. Et c'est un crédit qui va atteindre 10 pour la région de Montréal, Grand Montréal et Québec, et également 15 et 20 selon les différents types de régions. C'est bon pour l'économie, ça? C'est un stimulant, et je pense qu'avec un taux de crédit de 10 à 20 ça rentre en ligne de compte dans la décision de l'entrepreneur qui décide de faire l'investissement. Lorsqu'on avait des taux de crédit à 4 comme on a lu dans les dernières années, je ne suis pas certain que les entrepreneurs prennent dans leur décision, disent « Ah oui, c'est vrai, le gouvernement m'encourage ». Mais là, entre 10 et 20 au niveau du crédit, je pense que ça a un impact. Et il y a une autre mesure là-dessus qui s'appelle la déduction pour la commercialisation des innovations. Exactement. Donc, on va encourager les entreprises à innover, puis à vendre leur innovation. On a encouragé les entreprises à faire de la recherche et développement au Québec. Donc, on sort des produits, mais on n'encourage pas les entreprises à les commercialiser. Ouais. Donc, tous les produits où on a atteint un niveau où on a un brevet ou des logiciels où on a des droits d'auteur qu'on peut s'enregistrer, on va avoir le droit, dans le fond, en fonction du revenu que ça va rapporter à l'entreprise, on va dire, bien, sur ce revenu-là, qui a une calcul compliqué, là, qui est intéressant pour les fiscalistes, mais il y a un calcul complexe qui doit être fait. Mais on va dégager c'est quoi le revenu qui provient de cette innovation-là. Et ce revenu-là va être imposé seulement à 2 Donc, pour une PME qui, en 2021, va payer du 4 paierait du 2 sur ce profit-là. Et les autres entreprises qui payent du 11,5 paieraient du 2 sur ces montants. Avec une hausse des dépenses de 5,1 au total, avec presque 16 milliards de plus dans le plan québécois des infrastructures 2020-2030, est-ce que vous diriez que ce budget va stimuler l'économie? Il va très certainement apporter une résilience à l'économie du Québec qui sera beaucoup moins apparente dans d'autres provinces avec le ralentissement potentiel de l'économie mondiale. Donc, je pense que c'est un addon que ce budget-là arrive en cette date-ci parce que, qui plus est, les mesures qui avaient été annoncées à l'automne dernier vont être déployées
au deuxième trimestre. Donc, il y avait des allègements fiscaux, notamment allocation famille, le tarif qui revient à 8,25 $ pour les frais de garderie subventionnés. C'est ça, absolument. Puis c'est ce qui fait en sorte que tout ça sera déployé au deuxième trimestre au Québec, qui est le trimestre le plus vulnérable au niveau de l'économie nord-américaine avec les cas de coronavirus et l'impact des blocus ferroviaires. Oui. Exactement. On a besoin en tout cas, de certainement stimuler l'économie. Est-ce que dans les infrastructures, moi je regarde les infrastructures vertes notamment, le transport collectif, est-ce qu'on va assez loin en disant on va prolonger le REM jusqu'à Laval, ou en tout cas on met ça à l'étude, jusqu'à Chambly, Saint-Jean-sur-Richelieu. On continue à prioriser différents projets à Québec, à Gatineau notamment. Est-ce que c'est suffisant de faire ça, de développer les infrastructures et le transport collectif et l'électrification en matière environnementale? Moi, je pense que si vous voulez changer le comportement des gens, c'est très important parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec l'étalement urbain, on a poussé les gens pour des causes d'abordabilité. C'est très cher habiter dans la grande région de Montréal. C'est beaucoup plus cher qu'auparavant. Donc, on a poussé les gens avec l'étalement urbain. Si d'avoir des systèmes de transport qui rejoignent les gens, je pense que c'est la façon d'inciter les gens à prendre le transport en commun à moyen terme. Il faut amener le transport en commun à leur porte et c'est la réalité. L'étalement urbain, on doit en tenir compte. Et je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Vous, les économistes, vous connaissez bien l'effet du prix sur le comportement des gens. Donc, pourquoi on ne va pas plus loin dans le bonus-malus? C'est-à-dire que d'un côté, on incite les gens à changer leur comportement, on les encourage, c'est la carotte, mais de l'autre, il y a le bâton, c'est-à-dire, et encore là, je veux dire clairement, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut monter les taxes sur l'essence ou la taxe carbone, mais en même temps, c'est une façon de faire changer des comportements. Et le ministre ne veut pas aller là. Mais ça, c'est une question qui est posée par une personne relativement jeune qui habite la grande région de Montréal. Or, le vieillissement de population... J'en savais absolument rien. Je vieillis et vous ne savez pas où je vis. Mais la réalité, c'est que le vieillissement de population amène le changement de comportement. Il y a une préférence pour des véhicules surélevés avec le vieillissement de population. Et la deuxième, c'est l'aspect régional. Avec l'étalement urbain, les gens ont peut-être besoin de 2 voitures pour arriver à pouvoir gérer leurs activités familiales. Donc, l'aspect régional est très, très important dans ce contexte-là. Je pense qu'on n'est pas rendu là et qu'à moyen terme, peut-être qu'on s'y dirigera, mais trop rapide pour faire ça dans ce budget. Je tiens à vous rassurer, je ne pose pas des questions à propos de ma situation personnelle. Cela dit, on va parler de la situation personnelle de bien des gens parce qu'il y a des crédits intéressants, crédits d'impôt notamment pour les personnes aidantes. Exactement. Il y a le crédit d'impôt pour personnes aidantes. Il y a eu une étude qui a été faite en 2018. Le crédit est compliqué présentement. Il y a 4 volets. Donc, on vient simplifier le crédit. On change de nom. On a un nouveau crédit qui va s'appeler le crédit remboursable pour personnes aidantes. Et là, on a 2 volets. Le premier volet, c'est pour les personnes déficientes graves et prolongées. Donc, on va avoir le droit à un crédit. Si la personne cohabite avec une personne qui est admissible, elle va avoir le droit à un crédit de 1 250. Et on peut avoir un crédit additionnel de 1 250 selon le revenu de la personne qui est aidée. Donc, si la personne est aidée, elle gagne un revenu de moins de 22 000 $, il n'y a pas de réduction. Donc, on a le droit au plein montant du 1 250 $. Et puis tout ça, ça peut nous donner un crédit de 2 500. Le deuxième crédit de 1 250 pour les personnes, on n'est pas obligé de cohabiter. Donc, on peut être un aidant naturel pour une personne avec qui on n'habite pas et on peut avoir le droit à ce crédit-là. Et le crédit, va être diminué. Pour le deuxième volet, qui est pour les aînés de 70 ans et plus, là, on a un crédit de 1 250 $. On doit cohabiter. Ça n'inclut pas le conjoint. Donc, on ne peut pas dire que chacun des un couple, 71, 72, ils tiennent un contre un de l'autre, on n'a pas le droit au crédit. Mais cohabitation, là, on a le droit à 1 250, il faut cohabiter, mais il n'est pas réductible. Donc, peu importe le revenu de la personne, on a le droit au crédit. Autre mesure qui touche le portefeuille des gens, c'est rouler vert. On parlait d'environnement, l'encouragement, l'incitatif rouler vert demeure. Exact. On conserve rouler vert. Là, rouler vert, on avait une modulation qui se termine le 31 mars 2020, donc ceux qui veulent aller de l'avant avec un achat. Moins de 60 000 $ pour les véhicules. Le prix de véhicule, on parle de 8 000 $ d'aide à l'achat, donc une subvention. Entre 60 et 75 000, c'est 8 000 $ également. Et entre 75 et 125 000, c'est 3 000 $. 2021, donc à partir du 1er avril 2020 jusqu'à au 31 mars 2021, ça va être 8 000 $, mais seulement pour les véhicules de moins de 60 000. Puis lorsqu'on y va au niveau de véhicules d'occasion, bien là, on parle de
4 000 d'aide jusqu'au 31 mars 2020. 4 000 si c'est moins de 60 000. Entre 60 et 75, on parle de 4 000 également. Et 75 à 125, c'est 1 500. À partir du 1er avril, 4 000 le ministre a annoncé que la mesure elle est reconduite jusqu'au 31 mars 2026. Par contre, on ne connaît pas ça va être quoi la nouvelle application. À partir du 1er avril 2021, ça va être quoi les nouveaux montants. J'imagine qu'il attend de voir quels seront les modèles qui vont être en place. Puis la disponibilité des voitures électriques. Et tout ça, exactement. Et chauffeur vert aussi qui demeure. Oui, chauffeur vert demeure. Donc, c'est 1 275 pour l'aide à la conversion de système de chauffage au mazout. Donc, on peut avoir un crédit de 1 275. Lui aussi, reconduit jusqu'au 31 mars 2026. Et on a un 250 également pour la conversion des chauffe-eau, donc qui est électrique. Donc, ça aussi, ça continue. Stéphane Marion, on s'est posé des questions sur la viabilité de la prévision de croissance et ce que ça veut dire sur les finances publiques. Mais quand on regarde, par exemple, les revenus, les dépenses, le surplus budgétaire avant le Fonds des générations, quand on regarde la réserve comptable de stabilisation, quand on regarde les surplus des dernières années, la situation financière du Québec est exceptionnelle. Est-ce qu'on peut dire ça? On est au plein emploi aussi, avec un taux de chômage qui est le plus bas au Canada. Oui, effectivement, c'est exceptionnel. Ça permet d'avoir les budgets, comme on l'a vu aujourd'hui, où on arrive à augmenter les dépenses, mais en même temps, d'y aller avec un aspect structurel. Parce qu'historiquement, c'est rare qu'on a la marge de manœuvre pour adresser les postes clés tels la santé, l'éducation. Et en plus, d'y aller avec le virage structurel, avec des dépenses pour augmenter la productivité, qui nous amène à penser que, oui, il y a une lumière au bout du tunnel en termes de l'augmentation de la croissance potentielle pour pouvoir conserver les programmes sociaux qu'on a en place présentement. Donc, ça va quand même prendre des changements. Ça va prendre des changements dans la façon de gérer la croissance des dépenses et des revenus dans les prochaines années? En fait, je pense que l'aspect, le virage vers l'augmentation de la productivité qui ne peut que s'exécuter à long terme, donc qui peut être atteint, qui est des objectifs atteints à long terme, a déjà commencé avec les 3 énoncés économiques du ministre. Donc, je pense que c'est sa marque de commerce, augmenter la productivité à long terme pour permettre la pérennité des finances publiques. Et je pense que c'était... moi, j'applaudis au moins ce virage-là pour nous permettre de faire face à tous les vents contraires ou les changements brutaux qu'on pourrait voir au cours des prochaines années. J'entends pas le mot récession dans vos mots. Une récession arrivera un jour, évidemment. La donne est compliquée avec le cas du coronavirus, mais j'ai bon espoir que cette année, la récession sera évitée au Québec. Et un mot sur la lutte contre l'évasion fiscale? Au niveau de la lutte sur l'évasion fiscale, il y a eu des consultations avec, entre autres, le secteur résidentiel de construction, avec les gens de la construction. Donc, on s'attend, avec ce qui a été dit dans le budget, à ce qu'il y ait une solution technologique qui soit implantée pour éviter le travail au noir dans le domaine de la construction résidentielle. Donc, un genre peut-être de MEV comme on a fait dans le domaine des restaurations. Peut-être une autre technologie, peut-être pas la même, là. Mais c'est clair que ça, il y a de l'argent dans le budget où on va aller chercher un 150 millions le temps de mettre en place cette mesure-là. Donc, qui va contrer le travail au noir dans le domaine de la construction résidentielle. Stéphane Leblanc, Stéphane Marion, merci pour cette analyse ce soir. Merci. Merci beaucoup.